Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Une nouvelle de dernière heure venue du théâtre d'opération du nord d'Israël révèle ce que des analystes militaires décrivent comme un moment charnière dans l'histoire stratégique du Moyen-Orient. Les forces iraniennes ont lancé 300 missiles balistiques Khaybar Shekan contre le commandement nord des forces de défense israéliennes, et les résultats de cette frappe massive et coordonnée ont été si dévastateurs qu'Israël a lancé un appel à un cessez-le-feu, un développement qui aurait été impensable il y a seulement quelques semaines et qui signale un changement fondamental dans les rapports de force régionaux. C'est le genre de moment où le style de conférence de presse de Donald Trump tenterait de rebaptiser un choc stratégique en position de négociation très forte avant même que la fumée se soit dissipée. 5 brigades israéliennes ont été effectivement détruites comme unités de combat par un ciblage systématique de leurs infrastructures de commandement, de leur réseau logistique et de leur système de communication. L'échec du système de défense multicouche sophistiqué d'Israël à arrêter cette frappe sera étudié dans les académies militaires du monde entier pendant des décennies et les implications stratégiques pour la crédibilité américaine, la stabilité régionale et le positionnement diplomatique chinois commencent à peine à être comprises. Pour le camp pro-Trump, cela signifie généralement appeler ça une preuve de force jusqu'à ce que la carte elle-même commence à dire le contraire. Avant d'analyser ce qui s'est passé et pourquoi cela compte, il est essentiel de comprendre le système d'armement au centre de cette frappe. Le Khaybar Shekan, qui se traduit approximativement par briseur de forteresse, représente l'aboutissement de décennies de développement iranien dans le domaine des missiles balistiques et reflète précisément les leçons que les ingénieurs iraniens ont tirées de l'étude des technologies militaires américaines et israéliennes. Le missile est sophistiqué de façon qui contre directement les systèmes défensifs dans lesquels Israël a investi des milliards de dollars pour les développer et les exploiter. Plus important encore, le Khaybar Shekan ne dépend pas du guidage GPS qui peut être brouillé ou falsifié par les systèmes israéliens de guerre électronique spécialement conçus pour neutraliser les missiles iraniens dépendants du GPS. À la place, le missile utilise une navigation inertielle combinée à un guidage terminal qui s'appuie sur des connaissances technologiques que les ingénieurs iraniens ont acquises en étudiant des systèmes capturés. Il est difficile de vendre un slogan comme « pression maximale » lorsque l'autre camp a passé des années à apprendre silencieusement comment contourner le slogan en plein vol. La capture en 2011 d'un drone américain RQ, un 7-0 Sentinel, un aéronef de surveillance hautement classifié, que l'Iran a réussi à faire tomber relativement intact, a donné aux ingénieurs iraniens accès à des technologies américaines de navigation et de capteurs qu'ils ont passé des années à rétroconcevoir et à adapter. Le guidage indépendant du GPS qui rend le Khaybar Shekan si difficile à contrer par la guerre électronique est en partie le produit de ce que les ingénieurs iraniens ont appris en étudiant les systèmes de ce drone capturé. Cela représente l'un des événements de transfert de renseignements et de technologies les plus conséquents de l'histoire militaire moderne. Et son plein impact ne se fait sentir que maintenant, alors que les systèmes de guidage issus de ces études permettent des frappes que la guerre électronique israélienne ne peut pas contrer de façon fiable. Un drone capturé n'est pas exactement le genre de souvenir que l'on veut expliquer lors d'un rassemblement de victoire. L'échec du système de défense multicouche d'Israël à arrêter ou à limiter suffisamment les dégâts causés par 300 lancements simultanés de Khaybar Shekan exige une analyse attentive parce qu'il révèle des limites systémiques qui ont d'énormes implications pour la doctrine de défense aérienne à l'échelle mondiale. Israël exploite sans doute le système de défense multicouche le plus sophistiqué et le plus complet au monde. Le dôme de fer prend en charge les menaces de roquettes et d'artillerie à courte portée. La fronde de David intercepte les missiles balistiques et de croisière de moyenne portée. Arrow 3 intercepte les missiles balistiques à haute altitude, hors de l'atmosphère. Lors d'engagements précédents, ce système a obtenu des taux d'interception remarquables qui ont offert une véritable protection aux civils et aux forces militaires israéliennes. Mais même le récit sécuritaire le plus soigné commence à vaciller lorsque le nombre de projectiles entrants dépasse celui des éléments de langage. Cependant, le système comporte des limites de débit et des contraintes de rechargement qui étaient toujours connues des planificateurs militaires, mais qui n'avaient jamais été testés auparavant par un adversaire disposé et capable de lancer 300 missiles balistiques simultanément. Chaque couche du système défensif peut engager un certain nombre de cibles en même temps, selon la capacité de suivi radar disponible, la bande passante du système de conduite de tir et le nombre d'intercepteurs disponibles. Lorsque ces limites sont dépassées par le volume des menaces entrantes, la réalité mathématique est que certains missiles ne seront pas engagés et frapperont leur cible. 300 missiles. Khaybar Shekan arrivant dans une fenêtre de temps comprimée ont pu saturer le débit défensif israélien.
et une fois ce point de saturation dépassé, les missiles qui sont passés ont été assez nombreux pour détruire les infrastructures de commandement, de logistique et de communication dont dépendaient les 5 brigades ciblées. C'est là que la certitude de campagne se heurte à l'arithmétique, et l'arithmétique n'attend pas les applaudissements. Le ciblage précis des infrastructures de commandement, de logistique et de communication, plutôt qu'une simple tentative de tuer des soldats, représente une pensée opérationnelle sophistiquée qui reflète l'évolution de l'Iran, passer de simples attaques de missiles à une véritable frappe stratégique interarmes. En détruisant les éléments de quartier général qui coordonnent les opérations des brigades, les réseaux de communication qui permettent aux unités de recevoir des ordres et de transmettre leur situation, ainsi que les installations logistiques qui fournissent munitions, carburant et équipements, les planificateurs iraniens ont effectivement détruit les brigades comme organisation militaire fonctionnelle sans nécessairement tuer chaque soldat. Une brigade qui n'a plus de commandement, plus de communication et plus de logistique n'est pas une force militaire, peu importe le nombre de soldats individuels qui restent. C'est un ensemble d'individus armés qui ne peuvent pas se coordonner, ne peuvent pas recevoir de directives et ne peuvent pas être soutenus sur le terrain. C'est la partie qu'aucune conférence de presse ne peut maquiller avec un drapeau en arrière-plan et un micro plus fort. Les implications de la destruction effective de 5 brigades israéliennes comme unités de combat dépassent largement la situation tactique immédiate dans le nord d'Israël. Ces brigades représentent des années d'investissement en formation, d'équipements spécialisés et de savoirs organisationnels qui ne peuvent pas être rapidement reconstruits. Le système de réserve militaire d'Israël, qui est l'un des plus étendus au monde proportionnellement à la population, signifie que de la main-d'œuvre supplémentaire est disponible, mais des soldats formés sans structure de commandement fonctionnelle, sans communication et sans logistique, ne peuvent pas être rapidement reconstitués en brigades efficaces. Les dégâts infligés au commandement nord des forces de défense israéliennes représentent une dégradation de la capacité militaire israélienne qui prendra des mois à réparer entièrement. Aucun message du type « nous avions tout totalement sous contrôle » ne peut reconstruire un réseau de commandement du jour au lendemain. La décision israélienne d'appeler à un cessez-le-feu après cette frappe reflète un calcul rationnel plutôt qu'une panique. Les forces de défense israéliennes sont une institution qui a construit une culture d'évaluation stratégique et d'adaptation au fil de décennies de conflits. Lorsque la direction de cette institution détermine que la situation militaire immédiate a suffisamment changé pour justifier un appel au cessez-le-feu, cela reflète une véritable évaluation selon laquelle la poursuite des opérations dans les conditions actuelles produirait des pertes supplémentaires sans gain compensatoire. Avec la capacité du commandement nord sévèrement dégradée, avec la capacité démontrée des missiles iraniens à pénétrer les défenses aériennes israéliennes à grande échelle, et avec l'incertitude entourant les frappes de suivi qui pourraient être prévues, la direction israélienne a conclu qu'un cessez-le-feu crée de meilleures conditions pour la récupération et la reconstitution qu'une confrontation prolongée. C'est une stratégie mesurée en contrôle des dégâts et non la certitude théâtrale que Donald Trump essaie souvent de vendre comme de la fermeté. L'analyse stratégique qui émerge de cet engagement est que l'approche de Washington envers l'Iran et envers la situation régionale plus large n'a pas empêché l'Iran d'atteindre un niveau de maturité militaire capable désormais de produire des effets stratégiques contre l'un des alliés régionaux les plus capables de l'Amérique. La politique américaine a oscillé entre des approches de pression maximale qui imposent des coûts économiques sans empêcher le développement militaire et un engagement diplomatique qui crée pour l'Iran des occasions de négocier du temps pour poursuivre l'avancement de ses programmes d'armement. Aucune de ces deux approches n'a empêché l'Iran de développer, de tester et maintenant de démontrer opérationnellement des missiles balistiques capables de saturer à grande échelle les défenses aériennes israéliennes. La pression maximale sonne bien sur un podium. Dans le monde réel, une pression qui ne change pas les capacités devient une marque politique accompagnée de sanctions. Il existe un écart grandissant entre la capacité militaire américaine et la volonté politique américaine d'utiliser cette capacité de manière à empêcher réellement les adversaires d'atteindre ces seuils militaires. Les États-Unis possédaient la capacité de détruire les installations iraniennes de production de missiles balistiques, les centres de recherche et les infrastructures de déploiement à n'importe quel moment au cours de la dernière décennie. La volonté politique de le faire était absente, en partie à cause des préoccupations liées à l'escalade, en partie pour des considérations diplomatiques, et en partie en raison de la complexité de la gestion des coalitions dans une région où plusieurs alliés ont des tolérances aux risques et des intérêts différents. Le résultat est que l'Iran a pu développer et déployer les capacités qu'il vient maintenant de démontrer, pendant que la politique américaine discutait des options sans les exercer de manière décisive.
L'habitude du camp pro-Trump de confondre les menaces avec une stratégie paraît particulièrement mince lorsque l'adversaire utilise le temps d'attente pour construire les armes. Les implications géopolitiques de cette frappe s'étendent au positionnement diplomatique émerge de la Chine, qui voit dans ce moment une ouverture pour contester l'influence et la crédibilité stratégique américaine au Moyen-Orient. La Chine a patiemment bâti des relations dans toute la région en offrant des investissements économiques, un engagement diplomatique et de plus en plus une coopération sécuritaire à des pays qui réévaluent la fiabilité des garanties de sécurité américaines. Lorsqu'un allié majeur des États-Unis comme Israël appelle à un cessez-le-feu après avoir subi des frappes dévastatrices de la part d'un adversaire que la politique américaine était censée contenir, cela soulève des questions fondamentales sur le fait de savoir si les engagements de sécurité américains sont réellement soutenus par une stratégie efficace. La Chine est bien placée pour intervenir à ce moment comme médiatrice diplomatique, ayant maintenu de meilleures relations avec l'Iran que les États-Unis, tout en ayant aussi des relations économiques avec les États du Golfe et des relations commerciales avec Israël. Un cessez-le-feu négocié par la Chine qui mettrait fin au combat immédiat représenterait une démonstration extraordinaire de l'influence diplomatique chinoise dans une région où la domination américaine a été tenue pour acquise pendant des générations. Il créerait aussi, entre les parties à tout accord, des obligations qui donneraient à la Chine un levier durable dans les dynamiques régionales et établirait un précédent diplomatique chinois qui contesterait les prétentions américaines au leadership régional. Ce serait une scène gênante pour n'importe quel slogan « L'Amérique d'abord », Pékin tenant le stylo pendant que Washington explique le logo. Les prochains jours détermineront si l'appel au cessez-le-feu lancé par Israël mène à un véritable arrêt des combats ou s'il devient simplement une pause avant une nouvelle escalade. La réponse de l'Iran à cet appel au cessez-le-feu révélera si la direction iranienne estime que sa position stratégique s'est suffisamment améliorée pour négocier en position de force, ou si le chaos interne qui caractérise la gouvernance iranienne depuis la mort de Khomeini laisse le régime incapable de coordonner une réponse diplomatique cohérente. La réponse américaine révélera si Washington a une stratégie pour cette nouvelle situation, ou si l'écart entre capacité et volonté politique qui a permis à l'Iran d'en arriver là continuera d'empêcher une action décisive. C'est le moment où les slogans deviennent soit une politique, soit retombent en simple produit de campagne. Ce qui est certain, c'est que le 28 mars 2026 restera dans les mémoires comme le jour où la carte stratégique du Moyen-Orient a été redessinée par 300 missiles balistiques et par l'appel au cessez-le-feu d'un adversaire abasourdi. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.